coude capricieux est un baromètre pour Martial, qui doit détecter les prémices d'un saignement interne pour le stopper au plus vite. C'est vraiment dur à dire. J'ai une certaine douleur un peu diffuse qui arrive. Et suivant son intensité, combien de temps ça va durer, je vais en déduire plus ou moins si ça va passer tout seul ou s'il est nécessaire que je fasse une... Gallipoli, péninsule silencieuse désormais, qui vit pourtant la mer se teindre de rouge du sang d'hommes si courageux qu'il est mortifiant de se rappeler que leurs exploits demeurèrent stériles. Elle vit des soldats se diriger vers une mort certaine, le sol jonché des corps de leurs camarades tombés au combat. Elle vit, comme tant de fois dans la Grande Guerre, les vies innombrables d'hommes vaillants sacrifiés en vain. Les grandes batailles de l'histoire. Gallipoli. Du point de vue historique, la campagne de Gallipoli constitue un des multiples épisodes de la guerre de 14-18, au cours desquels des milliers de soldats braves et courageux furent envoyés au massacre au nom d'une théorie erronée. En France, la guerre sur le front ouest s'était embourbée. Les idées et projets stratégiques et tactiques du commandement avaient apparemment subi le même sort. Ce fut Winston Churchill, alors ministre de la Marine, qui proposa d'attaquer la péninsule de Gallipoli. Il s'agissait d'acculer la Turquie à la paix. L'Allemagne l'avait entraîné dans cette guerre en tant que son allié, et ceci n'avait fait que compliquer la situation pour la Grande-Bretagne, la France et la Russie. Après avoir bloqué le détroit des Dardanelles, coupant ainsi l'accès au port de Wonmouth depuis la Russie, la Turquie menaçait de prendre le canal de Suez et les zones autour de Bassora et d'Abadan. Les Alliés entendaient riposter avec l'expédition des Dardanelles, dont le but était de prendre Constantinople, la capitale de la Turquie, afin que celle-ci capitule. Ces stratégies pouvaient même ouvrir une nouvelle voie et faciliter une poussée de l'entente depuis le sud-est. La guerre en France avait abouti à une impasse. Rien ne se passait dans les tranchées. Tandis que les partisans de la guerre à l'ouest, comme Kitchener, continuaient de considérer la France et la Belgique comme le principal théâtre d'opération où la victoire serait assurée. Les partisans de la guerre à l'est, comme Churchill, pensaient que ce serait plutôt une action de débordement militaire qui les conduirait à la victoire. Le plan initial de rouvrir les Dardanelles, rien qu'avec des bombardements sur mer, était voué à l'échec, compromis depuis le début. À partir du moment où l'on se refusait à engager hommes et équipages en quantité suffisante et où des généraux, tels Kitchener, le soutenaient à contre-cœur, allant jusqu'à refuser d'envoyer les troupes promises une fois la campagne avait été déjà amorcée. Le 19 février 1915, un bombardement naval des forts se trouvant le long des Dardanelles marqua le début de la campagne. Le but visé était d'anéantir leur puissance de feu, puis de se rapprocher des forts, toujours sur mer, et de bombarder les postes de tir situés plus à l'intérieur du pays, en vue du débarquement des troupes d'assaut. Le plan d'attaque avorta dès le début. La trajectoire fixe du pilonnage de l'artillerie navale ne détruisit ni les fortifications, ni l'armée qui les défendait. Les Turcs attendirent tout simplement la fin de la canonnade avant de quitter leurs abris et de riposter à leur tour avec leur puissance de feu intacte. Les eaux de la péninsule avaient été entièrement minées par les Turcs, ce qui ne faisait qu'aggraver encore la situation. Churchill, de plus en plus exaspéré devant l'absence de progrès de cette expédition, écrivit « Cette tâche doit être accomplie, quel que soit le nombre de vies et de petits vaisseaux sacrifiés, et le plus tôt sera le mieux. » Churchill fut ministre de la Marine de 1911 à mai 1915. C'était un partisan de la guerre à l'Est. Il croyait qu'une attaque contre la Turquie dans les Dardanelles, bien qu'elle comportât tant de risques, allait être couronnée de succès. Une telle obstination allait à l'encontre de toute sagesse militaire. Dès 1906, le Conseil général de guerre avait conclu qu'il existait très peu de chances qu'une attaque contre la Turquie par les Dardanelles réussisse, même en utilisant les troupes amphibies. Churchill était sûr de gagner, qu'il permit même à Kitchener de lui ôter l'appui de l'armée jusqu'à ce que ce soit trop tard. Il était en effet le seul à penser qu'une attaque navale serait couronnée de succès.
La décision prise sous les ordres de Kitchener, qui manqua à sa parole de réserver la 29e brigade pour servir et lutter sur le front Est, plaça Gallipoli inéluctablement parmi les batailles les plus tragiques et romanesques de l'histoire de l'humanité. Kitchener revint plus tard sur cette décision. Les troupes australiennes et néo-zélandaises rassemblées en Égypte et destinées au front Ouest devaient être envoyées à Gallipoli, en dépit des objections de Churchill à l'appui de la marine au cas où un débarquement s'avérerait nécessaire. Ces deux forces armées combinées, les corps d'armée d'Australie et de Nouvelle-Zélande, furent surnommés, suivant leur acronyme, ANZAC. Ce nom servit aussi à désigner la partie de la péninsule où se déroulaient les combats. Le lieutenant général, Sir William Burwood, placé à leur tête, n'était pas de l'avis de Kitchener, qui affirmait que si les troupes s'avéraient nécessaires, elles n'auraient qu'un rôle mineur à jouer dans la résolution du conflit. Burwood, d'autre part, soutenait que la marine ne pouvait forcer le détroit des Dardanelles toute seule. Hélas, il avait raison. Au lieu de Burwood, Kitchener choisit Sir Ian Hamilton comme commandant en chef des opérations. Hamilton n'avait qu'un seul et grave défaut. C'était par trop un vrai gentleman. Il était adoré par tous ceux qui le servaient. C'était un homme amusant, plein d'esprit, aimable, affable, mais incapable d'avoir l'aplomb suffisant pour mettre ses subalternes inefficaces à la porte. Et puis, il était surtout trop imprégné de la nouvelle théorie adoptée par le Conseil général de guerre quelques années auparavant au sein de l'armée britannique, théorie selon laquelle, d'après Helmut von Birker, le Prussien qui l'élabora, un commandant en chef, après avoir donné ses instructions opérationnelles initiales et avoir exposé son plan d'action, doit laisser à ses subalternes le soin de diriger la bataille. C'est exactement ce que fit Hamilton à Gallipoli. Le résultat fut désastreux. L'échec de l'opération de déminage fut révélé dans toute son horreur lorsque le Bouvet, un navire français, fut coulé par des mines le 18 mars. Presque tout l'équipage, composé de 700 marins, périt. 21 hommes seulement survécurent. Churchill fut obligé d'admettre que seul un débarquement permettrait que les mines soient efficacement draguées. Ce ne fut qu'après le 18 mars, n'oublions pas que l'expédition était conçue au départ comme une campagne purement navale, qu'il devint évident que la marine ne pouvait mener l'opération toute seule sans avoir recours à une invasion militaire. Or, comme cette situation n'avait pas été prévue d'avance, un certain nombre de problèmes se sont posés. Tout d'abord, les troupes envoyées d'Angleterre n'avaient pas été préparées et entraînées pour mener un débarquement sur une côte défendue par l'ennemi. Et deuxièmement, tous les moyens de transport de l'opération devaient être complètement réorganisés. Le nombre de soldats engagés était très peu nombreux et les diverses sections de l'armée disséminées sur tout le pourtour de la Méditerranée, de Gibraltar jusqu'à l'extrême est, devaient être regroupées. Kitchener avait en fait insisté sur leur rassemblement avant qu'une opération puisse être envisagée. Le plan d'action consistait en 2 débarquements simultanés au Cap Ellice à l'extrémité sud de la péninsule. La 29e division anglaise, une fois débarquée, devait effectuer une poussée vers le plateau de Kilibark. Celui-ci protégeait les défenses turques que la marine essayait de contourner. Les troupes australiennes et néo-zélandaises débarqueraient en même temps près de Gaba-Tepe et pénétreraient à l'intérieur du pays sur le flanc nord du plateau de Kilibark afin d'attaquer la péninsule simultanément, ce qui, espérait-on, chasserait les Turcs du plateau. Si elles réussissaient, les troupes britanniques et australiennes auraient le contrôle absolu des Dardanelles. Les débarquements auraient lieu sur 5 plages surnommées S, V, W, X et Y, à L, et sur une à Anzac, au nord de Gaba-Tepe, surnommée Z. Entre-temps, un simulacre de débarquement français à Buller permettrait de distraire l'armée turque et de l'éloigner des principaux points d'assaut. On décida ensuite de réaliser encore quelques débarquements de troupes françaises à Kumkal afin d'empêcher les Turcs d'attaquer l'arrière-garde de l'entente à Sedelbar. Le débarquement des troupes se ferait à l'aide de petits vaisseaux remorqués jusqu'au rivage par les navires de l'armée ou par des bateaux à vapeur. Il était de même prévu qu'un charbonnier,
Le River Clyde s'approche de la côte de Hell avec, à son bord, les troupes de la première vague d'assaut qui déferleraient sur les plages depuis les cales du navire à travers 4 portes percées à cet effet. Un jeune homme de 27 ans s'est vu épargné d'avoir à partager l'agonie dans laquelle les hommes avec qui il espérait si ardemment combattre allaient bientôt sombrer. Rupert Brooke, jeune et célèbre poète du Royaume-Uni, mourut en effet d'un empoisonnement sanguin dans un bateau-hôpital français, un jour avant d'entreprendre ce qu'il décrivit comme « le rêve de ma vie », une expédition militaire contre Constantinople. Avant les premières lueurs de l'aube du 25 avril, une lune claire et brillante illuminait la mer autour de Gallipoli, tandis qu'Australiens, Britanniques, Français, Irlandais et Néo-Zélandais remplissaient silencieusement les remorqueurs et attendaient l'ordre qui les entraînerait vers l'enfer et la mort. La 3e brigade australienne, qui se trouvait à 4 km environ de Gaba-Tepe, patientait à l'intérieur des navires sur une mer lisse et calme comme un miroir, alors que l'obscurité devenait chaque fois plus profonde. À 3 heures du matin, un ordre donné par mégaphone déchira le silence. Les débarquements avaient commencé. Entassés dans les embarcations, les soldats furent très vite nargués par les événements. Les remorqueurs commencèrent par trop s'approcher les uns des autres et à perdre leur position. Et le débarquement eut lieu dans une confusion totale. L'expédition ne devait plus se relever par la suite de cette catastrophe. Un peu avant 4h30 du matin, les premières troupes du 9e bataillon débarquaient. Alors que les soldats fonçaient vers la plage, les Turcs ouvrirent le feu avec leurs canons, leurs fusils et leurs charpnels. L'arrivée de la première vague d'assaut marqua le début du carnage. We got our instructions before we left Lemnos that we weren't to fire a shot. We had to take the Turkish positions and trenches at the point of a bayonet. And we were each given an armlet, a white armlet to wear, pinned to one of our arms. The order was that if we saw anyone without an armlet in the dark, we were to bayonet them. This is one of the biggest blunders we made, because it made us a fine target for the Turks in the dark. I remember the lighter going out with a load of about 5 men. A few minutes later it returned, full of our lads badly wounded. We had to wade to the shore, me carrying a Vickers machine gun on my shoulders. And when I got near the beach, I fell over a tripwire that the Turks had put in the sea exactly for that purpose. Nearly all the rifles were useless anyway once they'd been in the seawater. The shore was thick with dead and wounded. There were dozens of blokes there. Never got up out of the water. Les Turcs surent retourner les débarquements à leur avantage. On aurait cru que c'était eux qui avaient concerté les attaques de l'entente. De nombreux soldats moururent assis, immobiles dans leurs remorqueurs, avant même de pouvoir toucher l'eau. D'autres, se jetant dans une mer trop profonde, perdirent leurs sacs à dos, leurs fusils, leurs pelles et leurs munitions. Sur les plages, officiers et sous-officiers furent éloignés et séparés de leurs hommes sous l'effroyable tempête du feu ennemi. Les soldats, dont quelques-uns choisirent judicieusement de désobéir l'ordre de formation en brigade, pénétrèrent à l'intérieur du pays aussi vite que possible. La seconde vague d'assaut, qui débarqua en formation correcte, ne fit qu'augmenter la confusion générale. Malgré cette situation chaotique, les pertes ne furent pas aussi sévères que ce que l'on avait pu craindre. We advanced, acting in reserve to troops which were assaulting the Turkish trenches. But it being, of course, daylight, we were exposed to the enemy guns. We trudged forward for over 2.5 miles, over a mile of which was struck by shrapnel fire. Shells falling all around us, men falling in every direction. While over his heads, good old ironclads pumped shell after shell back in answer. Many of the wounded had crawled under those bushes, thinking in a frenzy of pain that they'd afford protection. Instead, they were found burned to death, sometimes past all recognition. Mais le cauchemar ne faisait que commencer.
Avant la fin de la journée, la plupart des bateaux-hôpitaux étaient remplis de blessés. Et comme les troupes avaient reçu l'ordre de demeurer sur place pendant 48 heures, les blessures des soldats se gangrénèrent avant de pouvoir être vraiment soignées. À un endroit appelé la cabane du pêcheur, au nord de la crique d'Anzac, la seconde brigade australienne était en train d'être anéantie par l'artillerie turque, ce qui obligea le reste des troupes à débarquer plus au sud que prévu. Inexplicablement, les commandants et les officiers en charge de l'opération de débarquement ne descendirent à terre qu'à 10 heures du matin, laissant entre-temps leurs soldats dispersés sur un vaste terrain, sans ordre pertinent et sans artillerie, celle-ci n'ayant pas non plus été débarquée. La bataille pour prendre la colline, surnommée Baby 700, est témoin du chaos qui régnait à ce moment-là. Les troupes australiennes et néo-zélandaises arrivèrent même à s'entremêler et la colline, qui changea 5 fois de marin ce jour-là, fut finalement reprise par les Turcs. En une journée, les débarquements d'Anzac firent plus de 2000 victimes dans le rang des Alliés. L'armée turque essuya aussi de fortes pertes, mais elle lutta sans répit avec courage et ténacité. En fait, les généraux de l'entente furent surpris de son efficacité, à laquelle ils ne s'attendaient aucunement. Les officiers turcs, parmi lesquels se trouvait Mustafa Kemal Bey, surnommé plus tard Atatürk, le père des Turcs, pouvaient être fiers de leurs hommes. Mustafa Kemal commandait la 19e division à Gallipoli. Militaire de carrière, il finit ses études à l'école d'officiers supérieurs en 1905. Il avait combattu en Libye lors de la guerre contre l'Italie, ainsi que dans la guerre des Balkans. Lorsqu'il arriva à Gallipoli, il était un militaire chevronné. Certains considèrent que la victoire turque fut remportée grâce à lui. C'est lui qui renforça la résistance. Après la guerre, le commandant allemand, Liman von Sanders, loua les qualités démontrées par Mustafa Kemal comme chef et comme soldat. Il avait empêché que les Anzacs avancent lors des débarquements du mois d'avril et avait réussi à faire avorter les débarquements de la baie de Suvia en août 1915. À elle, l'assaut fut donné sans avoir recours à un bombardement naval préparatoire et les plages S et Y furent prises avec succès. 63 hommes furent perdus à S, aucun à Y. Vers 6 heures du matin, 24 remorqueurs s'approchèrent de la plage W. L'armée turque fit feu aussitôt qu'ils se trouvèrent à 50 mètres du littoral. Les soldats de l'entente, qui reçurent l'ordre de se jeter à l'eau dans une mer trop profonde, coulèrent sous le poids de leur équipage. Les mitrailleuses turques firent des ravages chez les hommes restés à bord des embarcations. Seuls 2 des remorqueurs atteignirent la côte. On avait refusé de donner aux soldats des housses pour leurs fusils, qui se mouillèrent ou se remplirent de sable, ne pouvant être utilisés par les hommes qui avaient survécu l'impitoyable mitraille des Turcs. Désespérés, les soldats se sont retrouvés sans défense sur la plage. Leur ténacité leur permit néanmoins d'établir un front autour de la plage à 7h30 du matin. Sur la plage V, un drame était sur le point d'éclater. Il était prévu que les fusiliers de Dublin, de Munster, de Lancashire et le régiment de Hampshire forment à cet endroit un corps d'environ de 1800 hommes. À 6 heures du matin, les troupes de Dublin sur leur remorqueur d'une part et le bateau à vapeur appelé River Clyde de l'autre commencèrent à s'approcher de la plage. Or, l'opération fut contrariée par les courants maritimes. Le River Clyde échoua avant que les troupes de Dublin n'atteignent la plage les premières. Les Turcs balayèrent implacablement les troupes irlandaises avec leurs mitrailleuses. Sur un total de 700, 300 hommes moururent sur les remorqueurs. S'il n'y avait pas eu le maigre abri qu'offrait un petit banc de sable situé à 10 mètres de la côte, l'anéantissement aurait été complet. Les hommes du River Clyde contemplèrent, horrifiés, le spectacle sanglant qui se déroulait quelques mètres devant eux. Les Munster reçurent l'ordre d'attaquer, mais se trouvant pris sous une tempête de balles, ils moururent alors même qu'ils descendaient des passerelles de débarquement.
Une fois dans l'eau, ayant quitté l'abri relatif offert par les navires, le reste des troupes fut anéanti sans pouvoir se défendre. Aucun ordre ne fut donné pour arrêter leur avance et stopper cette hécatombe. Comme à de nombreuses autres reprises au cours de la Grande Guerre, l'incapacité démontrée par les officiers de sortir leurs hommes de positions insensées et indéfendables aboutit à une boucherie effroyable. La mer devint rouge du sang des victimes, dont elle fut le tombeau. Les possibilités militaires des opérations de débarquement furent rapidement épuisées dès le 25 et le 26 avril. Et les positions occupées par les troupes, aussi bien à Gaba-Tepe, là où les Australiens avaient débarqué, que plus tard à Anzac, au Cap Ellice, étaient mauvaises. Les soldats se trouvaient littéralement cloués sur place, aux têtes de pont, sur d'étroites bandes de terre. Il était donc absolument nécessaire de continuer à progresser. À Ellice, une série de mouvements fut réalisés entre le 26 et le 27 avril et la mi-mai. À chaque étape de l'opération, les Britanniques essayèrent, en vain, de faire avancer leur ligne de combat jusqu'au village de Kritia, qui se trouvait sur la partie inférieure du versant de la colline d'Ashibaba. Cette colline constituait l'objectif principal, initialement fixé pour le 25 avril. Il fallait tout d'abord atteindre, puis s'établir sur cette colline, ce qui permettrait aux troupes d'avoir assez d'espace pour y organiser un nouveau fort. Malheureusement, chaque fois que l'armée britannique essayait d'avancer, elle était freinée par une série de défenses renforcées. La même situation se répéta à Anzac. Il aurait fallu qu'une seconde vague d'hommes se joigne à ceux qui avaient organisé la tête de pont et continuent à gagner du terrain durant les jours suivants. Mais ils étaient à court de troupes fraîches. Même si Kitchener paraissait désormais vouloir retirer ses troupes de l'impasse dans laquelle elles se trouvaient à Gallipoli, il savait bien qu'une telle décision ne pourrait jamais être prise pour des raisons politiques. Ainsi, tandis que les politiciens se disputaient, les soldats se retranchaient et mouraient. À Anzac, les Turcs se rapprochèrent dangereusement des lignes alliées des Anzacs. Or, celle-ci n'était pas continue, et l'affreuse situation des combattants de l'entente ne devint nulle part plus évidente qu'à King's Post, où l'arrière de leur tranchée se trouvait à 5 mètres d'une falaise à pic, et le front à quelques mètres des tranchées ennemies. Cependant, à la mi-mai, les Anzacs avaient fait 14 000 victimes dans les rangs turcs. Le 19 mai, l'armée turque essaya de sortir du statu quo en déclenchant un assaut massif. Le nombre de soldats turcs blessés ou morts, environ 10 000, montre l'étendue de cette attaque. Le jour suivant, les effluves nauséabonds provenant des corps qui commençaient à se décomposer sous un soleil brûlant vinrent s'ajouter aux rigueurs de la vie des tranchées. Un armistice de 9 heures fut fixé par Kemal Bey entre Hamilton et Otto Liman von Sanders, qui était chargé de la défense turque des Dardanelles, afin que les morts puissent être enterrés. Liman von Sanders était un militaire exceptionnel. N'ayant pas été choisi comme commandant en chef de l'armée prussienne, il était probablement déçu de ne pas se trouver à la tête d'un corps en Europe et de lutter contre les Français ou les Russes. Il brilla pourtant comme officier en charge en Turquie et à la tête d'une grande armée qu'il aida d'ailleurs à créer avec ses hommes. Il n'y a qu'à observer son visage pour comprendre qu'il s'agit d'un grand homme, cultivé, serein, honnête et franc. Le genre d'homme que n'importe quel soldat serait fier de servir. Les Turcs se rendirent bientôt compte qu'il était un chef sévère, mais brillant. Il y eut une dernière attaque massive menée par les Turcs le 29 juin à Anzac, suivie d'une guerre de tranchées où les soldats ne firent que creuser sans arrêt. Ceux qui ne se maintenaient pas sur leur garde mouraient des mains des tireurs isolés. L'ennui et le désœuvrement apportés par cette routine minèrent l'énergie des combattants. À elle, les combattants continuèrent jusqu'au 8 mai, mais la situation n'était pas plus alléchante. We reached the first line
but there wasn't a Turk in it. They'd cleared for their lives. The rifle fire became much less, but instead there was an awful tornado of shrapnel which could enfilade us and bombard the seashore, as they unmercifully did. We made a sort of irregular line, in places 3 or 4 deep, and chased the Turks out of the next 2 trenches. We dared not fire, because our own men in front of us through the irregular advance. The very nature of the ground made it impossible to get into anything like a line and charge. But we went on. And there was then a commencement of rifle fire from both sides. I had never imagined that rifle fire could make so fearful and so everlasting a roar. 3 assauts massifs menés par l'Entente ne gagnèrent que très peu de terrain. L'attaque du 12 juillet fit 12 500 victimes, dont 7 700 Britanniques. Cette campagne fut marquée par d'inadmissibles tueries, déclenchées par des ordres confus et incohérents, qui envoyaient les troupes de l'Entente à la charge au beau milieu de leurs propres lignes entrecroisées. La bataille pour prendre Achi Baba dura 3 jours et causa 6 500 pertes dans l'armée alliée. Tout cela pour ne faire gagner que 600 mètres à la ligne des tranchées. L'incapacité du Conseil général de guerre britannique de prévoir l'étendue de la résistance turque est, à mon avis, une des principales fautes commises au cours de cette campagne. Ce fut une erreur impardonnable de la part de Hamilton et des membres du Conseil général de ne pas se rendre compte que l'armée turque riposterait avec force. Le Conseil avait pourtant des raisons pour agir comme il l'a fait. Les Turcs avaient été terrassés au cours de la guerre des Balkans et avaient fait piètre figure en Afrique du Nord. Lorsque le général Liman von Sanders se mit à la tête de la mission militaire turque en 1912, celle-ci avait grandement besoin d'être réorganisée. La médiocrité de son armée fut la raison fondamentale pour laquelle les Britanniques ne s'attendaient pas à l'efficacité des soldats turcs. Au début de la Première Guerre mondiale, ils avaient combattu d'une façon acceptable, mais les Britanniques les avaient fait reculer en Mésopotamie. Ce ne fut qu'avec l'arrivée des plans de débarquement que les Turcs montrèrent leur savoir-faire en Mésopotamie. Cela explique pourquoi on croyait qu'ils seraient incapables de combattre sur les plages. Or, l'armée turque lutta magistralement, car elle était en train de défendre sa patrie. Il était essentiel pour elle de pouvoir résister et de combattre quiconque représentait une menace pour son territoire. En fait, le parallélisme le plus clair qui existe à cet égard est la réaction des Britanniques en 1940. On n'a qu'à se rappeler des discours de Churchill et de ces mots « Nous les combattrons sur les plages ». Les rigueurs imposées aux hommes qui sacrifiaient leur vie, souvent en vain, furent aggravées par un manque scandaleux de planification préalable de la part de leurs officiers supérieurs. During these last days, our losses have been very heavy, and a number of our men have been taken bad with dysentery and enteric fever. The smell of the bodies is becoming intolerable. When a man is killed in the trenches, all we can do is throw him up onto the top of the parapet and leave him until we can spare the time to bury him. Our numbers have been so much cut down that there are not enough fit men for the reserves, with the result that we have had to do our 24 hours in the firing line, 8 hours in the supports, and 16 hours pick and shovel. That makes only 8 hours sleep out of 48, and the condition of the men after a fortnight of this can well be imagined. Many of them broke down completely and had to be sent away. If we aren't relieved soon, there will hardly be a man left to hold the place, for not one amongst us is even fit enough to stand. Les conditions de vie des soldats étaient épouvantables. La base militaire principale se trouvait à plus de 1300 km, à Alexandrie, et l'approvisionnement devint un grave problème qui ne put être résolu d'une façon satisfaisante. Il n'y avait pas d'entrepôt ou de magasins disponibles, et toutes les provisions provenant des bateaux étaient délivrées sous le feu constant de l'ennemi. Les provisions étaient transportées jusqu'au front à dos de mulets. La tâche aucunement enviable assignée au corps de mulets Zion était de passer sur des sentiers bien connus des tireurs isolés turcs. Les vivres étaient volés à chaque étape du transport. Sur le front, la nourriture de base était composée de corned beef, de thé et de biscuits.
Sur la péninsule, les conditions de vie des troupes étaient épouvantables. Il faisait une chaleur torride, l'air était infesté de mouches et les mouches se nourrissaient des cadavres. Les corps des soldats morts étaient particulièrement difficiles à retrouver à cause de la nature du combat et du terrain. Ils demeuraient donc dans une sorte de no man's land après avoir été tués. Les mouches se nourrissaient d'eux, puis infectaient les aliments des soldats qui attrapaient la dysenterie. Les mouches, à leur tour, se nourrissaient de leurs excréments et infectaient encore plus les rations alimentaires. Les maladies se propageaient, les plaies ne cicatrisaient pas. La dysenterie, le paludisme et la paratyphoïde firent rapidement perdre aux troupes stationnées à Gallipoli leur efficacité. On manquait en outre terriblement d'eau, de vivres et d'une nourriture variée. Tout devait être transporté jusqu'à la péninsule depuis la Grèce continentale. Les troupes ne mangeaient que du corned beef, des biscuits, et avec la chaleur qu'il faisait, ils se liquéfiaient, et les biscuits devenaient durs comme de la pierre. J'ai vu des morceaux de biscuits ramenés du champ de bataille de Gallipoli dans les années 70, qui n'avaient évidemment pas été mangés par les animaux sauvages de la péninsule. Qui aurait pu les manger? Déserter était pratiquement impossible à Gallipoli, mais il restait quand même la possibilité de se suicider ou de s'infliger volontairement des blessures. Certains jeunes soldats furent tentés par ces solutions. En dépit du fait que durant l'été, le gros de la bataille avait eu lieu à Elle, Hamilton était persuadé qu'il serait plus facile de rompre l'impasse dans laquelle il se trouvait à Anzac. Or, sa certitude ne reposait ni sur un objectif clairement défini, ni sur le degré d'engagement du reste des militaires. Après être passés à l'offensive sur les rives d'Anzac, celles-ci furent témoins d'une nouvelle et spectaculaire défaite provoquée, non pas par les braves soldats qui luttèrent jusqu'au dernier souffle de vie sous les ordres de leurs officiers, mais par ces derniers, dont certains ne méritèrent pas une si courageuse loyauté de la part de leurs troupes. La tragédie de l'assaut de la baie de Suvla constitue un des plus effroyables moments de l'histoire militaire. Hamilton se rendit alors compte du besoin de disposer d'excellents officiers sur le champ de bataille, un fait évident qui semblait échapper à Kitchener, qui choisit le lieutenant-général Sir Frederick Stopford, un officier respecté mais retraité, comme commandant en chef. Cette décision eut les conséquences que Hamilton avait si justement eu raison de craindre, sans toutefois avoir su les prévenir. Kitchener refusa de fournir un seul obusier de plus, une arme vitale pour soutenir les attaques aux tranchées, aux troupes de Gallipoli qui ne disposaient pas d'une préparation adéquate. En effet, un besoin paranoïque de maintenir le secret jusqu'au bout empêcha les bataillons de recevoir les instructions nécessaires à leur participation dans cet assaut massif jusqu'à la nuit même où il eut lieu. La réaction en Grande-Bretagne quant au déroulement des événements à Gallipoli était partagée et contradictoire. La portée de la situation mit quelque temps à pénétrer l'opinion publique. Gallipoli était loin et les lettres tardaient à arriver, en plus de la censure. Les opinions à l'égard de l'expédition se fondaient donc sur l'information nécessairement optimiste fournie par les journaux, quoique la réalité fût tout autre. Je suis sûr que lorsque la plupart du public britannique commença à recevoir des nouvelles dignes de foi sur les événements à Gallipoli, il dut être surpris de voir le déploiement de troupes dans cette zone, ayant peut-être compris d'abord qu'il ne s'agissait que de troubles insignifiants, pour s'apercevoir ensuite qu'il s'agissait au contraire d'une véritable campagne militaire. Si la population avait été mieux informée dès le début, elle aurait été sûrement déçue du très lent progrès de notre armée et carrément inquiète au fur et à mesure que davantage de troupes partaient vers Gallipoli, vers ce qui était en train de devenir un champ de bataille extrêmement dangereux. Pourtant, certaines troupes qui partirent combattre en août et qui avaient lu les journaux, les dépêches de Sir Hamilton et celles du correspondant du principal journal anglais qui décrivait les débarquements d'avril et les batailles ultérieures, réussirent à maintenir une auréole romantique autour de l'image de Gallipoli, ce qui permit qu'au moins une partie de la nouvelle armée de Kitchener qui se dirigeait vers le champ de bataille pour la première fois ne fut peut-être pas aussi effrayée que les suivantes, qui connaissaient déjà un peu mieux, tout comme le reste du pays en général, les conditions de vie dans les tranchées. Lorsque les faits réels et la défaite d'août furent connus, on commença à craindre que les maris, les enfants, les frères soient destinés à Gallipoli. Le 6 août 1915, une attaque fut menée à Elle sur les deux flancs de Kritianula.
Il s'agissait d'un assaut de diversion qui était censé empêcher les troupes turques de renforcer leur défense à Anzac. Ce fut une véritable catastrophe. We arrived at the outpost to which we'd been directed, losing 3 or 4 men on the way. We were wounded and feeling pretty tired. Besides 80 pounds of gear, we had to carry boxes of ammunition as well. Another regiment were making their way down the valley, and we met at this point. Everyone trying to get out of the way of the shrapnel. And at the same time, an indescribable mix occurred. The Turks were making the fire even hotter, and I don't know how I escaped being hit. Men were falling all around me, and the Irishmen got fairly mad with excitement. How we finally extricated ourselves from the melee, I don't know, but we managed it somehow. We were almost up to the firing line, and the sight that presented itself is just one I should never forget. There were dead and wounded lying everywhere. And the wounded were so numerous that it had been impossible to cope with them all. And many had lain there for days. Tout comme avant, le bombardement initial s'avéra inefficace. Et lorsqu'au bout d'1 heure et demie, l'infanterie passa à l'action et atteignit le front turc, les contre-attaques furent extrêmement violentes et impossibles à repousser. 2000 victimes sont tombées en 1 heure et pas un centimètre de terrain n'a été gagné. Un peu plus tard, ce jour-là, le lieutenant Guy Gued refusa, contrevenant aux ordres de ses supérieurs, d'envoyer ses hommes à une mort certaine. Cette désobéissance constitua un acte véritablement courageux et louable. L'imam Van Sanders vit son opinion sur l'inviolabilité de ses défenses à elle pleinement confirmée. L'armée turque fut donc envoyée à Anzac, rendant l'opération militaire entreprise à Krittia par les troupes de l'entente tout à fait inutile. Une véritable perte de temps et de vies humaines. Plus au nord, à Lon Pin, une autre manœuvre de diversion était en cours. La tâche assignée à la première division australienne se caractérisa par d'innombrables scènes d'horreur. Les tranchées turques, renforcées de toits faits de lourds rondins, se trouvaient à 30 mètres à peine des tranchées australiennes. À 5h30 de l'après-midi, la première division déferla vers le front ennemi sous une décharge d'artillerie meurtrière. Une véritable boucherie opposa pendant 2 jours les deux armées, aux fusils, à la baïonnette, dans les tranchées et dans les tunnels. La victoire des troupes australiennes fut un abominable bain de sang. Le savoir-faire des militaires des Anzacs, notamment celui de l'infanterie australienne, fut très bien décrit par un officier britannique qui avait été témoin de leurs exploits sur le champ de bataille. D'après lui, les soldats de l'infanterie australienne étaient les hommes les plus braves du monde. Quel était le secret de leur fougue au combat? Probablement le genre de vie qu'ils menaient dans leur pays. Ces hommes étaient pour la plupart des émigrés d'origine britannique. Plus de 30% étaient nés en Grande-Bretagne. En 1914, il y eut une véritable ruée pour s'engager dans le corps des volontaires des troupes impériales australiennes, qui partaient en septembre. Les futurs soldats, alléchés par l'affiche de recrutement qui proclamait « Voyage gratuit en Europe et une solde de 7 à 6 par jour », pensèrent « Chouette, on pourra aller voir la famille et combattre les Huns dans les Flandres ». Mais ils furent embarqués en Égypte, suivant les instructions de Churchill, à cause de la menace turque qui pesait sur le canal de Suez depuis la Palestine, et aussi parce qu'il était en train d'envisager un rassemblement de troupes pour constituer un corps expéditionnaire chargé de s'emparer de Constantinople. Étant donné que la vie en Australie s'écoulait aisément et sans souci, les soldats australiens ne possédaient pas l'instinct grégaire des volontaires britanniques qui accoururent en bons patriotes pour s'enrôler en automne 1914. Les Australiens et les Néo-Zélandais étaient habitués à mener une existence indépendante et sans attache.
Il fut donc difficile de les habituer à la tutelle d'un commandant collectif. Ils étaient en pleine forme, agressifs et toujours disposés à soutenir leurs camarades. Ils avaient un sens très aiguisé de la communauté et de la camaraderie. À Alexandrie, au Caire, les officiers britanniques, plutôt conventionnels, les considéraient comme un tas de rustres indisciplinés. Vu qu'ils ne saluaient pas toujours immédiatement et que leur manière, car ils se retrouvaient sans guide pour la première fois de leur vie, laissait vraiment à désirer. Ils étaient nouveaux dans un nouveau monde et avaient l'étoffe de magnifiques combattants. Encore plus au nord, dans le Nek, les Australiens furent encore une fois voués à une mort certaine, obéissant les instructions insensées d'officiers britanniques incompétents qui leur ordonnèrent de charger l'artillerie turque de front. Il n'y eut pas un seul survivant. In every case, attacks are ordered rather light-heartedly and carried out without method. The men on the spot are not listened to when they point out steps to be taken before entering on a special task. The Turks have sighted their trenches very cleverly, and it's often useless to attack one set before another has been taken. The Turks dig in like moles and prepare line after line for defence, 7 or 8 behind the other. The great difficulty is in making attacks and supporting them. The trenches become congested. The telephone wires get cut by shrapnel, and the whole show gets out of control. Almost always, the attacks are made by men in the trenches and not by fresh troops. The men are kept too long and too thick in the trenches. They become stupefied after 5 days. It all seems very amateur, but I suppose it can't be helped. The idea is always to get through with a rush and to disregard losses. Les troupes d'assaut essuyèrent partout le feu ravageur des Turcs. Le 7 août, il devint évident que l'objectif initial, qui consistait à prendre la colline de Saribert, avait échoué. La nuit du 8 août, Mustafa Kemal se trouvait à Anzac, à la tête des troupes de défense turques. Il avait déjà organisé et préparé une contre-attaque prévue pour 4h30 le matin suivant. En dépit du fait que cet assaut ne réussit pas à déloger l'armée de l'Entente, la force croissante des troupes de défense turques empêcha les rangs des Anzacs d'effectuer de véritables progrès au cours de cette opération. Le 10 août, une seconde et vaste contre-offensive turque dirigée contre les Loyal North Lancashire et les Wiltshires aboutit à un massacre. Partout on manquait d'eau, de vivres et d'un commandement efficace, ce qui ne faisait que favoriser la dispersion et la confusion au sein des bataillons. Le débarquement à plusieurs points de la baie de Suvla se heurta à une résistance farouche et impitoyable. Toute une série d'erreurs qui avaient été commises antérieurement furent à nouveau répétées. Les bateaux s'éloignèrent des positions prévues, les rapports permanents ne furent pas communiqués, les bombardements s'avérèrent inefficaces et ne firent qu'avertir l'ennemi d'une attaque imminente. Le déroulement des événements échappa complètement à Hamilton. Il semblait impossible de maîtriser la situation. Les 10e, 11e et 13e divisions irlandaises étaient on ne peut plus enthousiastes et enflammées de patriotisme, mais absolument dépourvues d'expérience en ce qui concerne le genre de guerre dans laquelle elles se trouvaient plongées. Elles avaient subi 6 mois d'entraînement qui les avaient plutôt préparées à une guerre de tranchées en France. On les a débarquées d'un coup sur un rivage inconnu, la nuit, sans carte, sans boussole, dirigés par des officiers jeunes et courageux, dont la seule expérience militaire se réduisait aux cours d'entraînement d'officiers reçus à l'école primaire et au secondaire dans des instituts privés. Les Irlandais se trouvaient en outre sous les ordres de généraux qui n'étaient pas à la hauteur de la situation, n'ayant jamais eu affaire à des volontaires, habitués aux soldats de métier britanniques ou aux troupes hindoues, et qui n'avaient donc aucune idée de ce qu'ils pouvaient espérer ou exiger d'eux. Les soldats ne disposaient que de rations d'eau de leurs gourdes, des munitions qu'ils emportaient avec eux, de rares médicaments et d'aucune ambulance. La situation était catastrophique.
Entre-temps, les généraux ne faisaient que commettre des erreurs. Ils ne surent pas maintenir la pression. 36 heures s'écoulèrent avant que la première unité n'atteigne le terrain élevé qu'elle aurait dû atteindre en 12 heures. Or, les Turcs l'avaient devancé de 20 minutes. La campagne échoua à cause de ces quelques minutes de retard. À partir de ce moment-là, Suvla devint un véritable enfer et les batailles ultérieures furent effroyables. Les blessés couchés par terre étaient brûlés par des buissons qui avaient pris feu. Les survivants se souviendraient leur vie durant du crépitement des flammes, du cri des blessés, de l'horreur des munitions qui explosaient, les emportant dans la mort. La 5e compagnie du Norfolk disparut entièrement, sans laisser de traces. Les corps des combattants ne furent retrouvés qu'en 1918, très à l'arrière du front turc, où ils avaient lutté jusqu'à la fin. La bataille de Gallipoli prit fin le 21 août. Une campagne d'hiver menée avec succès était sérieusement compromise, étant donné les nombreux problèmes et extrêmes difficultés que cela supposait. Aussi, Londres s'était-elle concentrée sur la possibilité de sortir de cette impasse en procédant à une évacuation à grande échelle. Hamilton, furieux, riposta qu'une évacuation entraînerait des pertes de l'ordre de 50%. Il fut relevé de ses fonctions à la tête du corps expéditionnaire de la Méditerranée le 15 octobre. Lorsqu'on ordonna l'évacuation au début du mois de décembre, les plans d'action étaient déjà préparés. On commença durant 10 jours à vider les magasins et à réduire le nombre d'effectifs jusqu'au minimum, de façon à pouvoir tenir bon au cas où le mauvais temps retarderait l'opération. Afin de faire croire que tout était normal, on commença à vider le contenu ou certaines parties de différentes caisses, tout en laissant l'extérieur pratiquement intact. On abandonna ainsi des dizaines de caisses par terre, vides, ainsi que des tas d'autres objets. Les trains des équipages désormais vides faisaient semblant de continuer à transporter des vivres jusqu'au front, également vides, afin de ne pas éveiller de soupçons chez l'ennemi. Et puis on arriva finalement au moment où le reste des troupes allait être évacué pendant 2 nuits consécutives. Si les soldats étaient restés coincés à cet endroit à ce moment-là, ils auraient été sans défense. Au cours de ces 2 nuits, 2 fournées d'hommes abandonnèrent les lieux. La seconde nuit, ce fut le tour du groupe d'Anzac et de Suvla. Le plan d'évacuation fut un succès complet. Alors que le nombre habituel de victimes pendant les combats avait été élevé, cette folle opération n'en fit aucune. Une dernière preuve horrible de l'indécision du haut commandement fut donnée quand une partie des troupes fut cruellement abandonnée à son sort dans des conditions de vie insupportables, dans la crasse des tranchées, passant de la chaleur étouffante de l'été à la neige glacée de l'hiver, 5 mois après la fin de la dernière bataille à Gallipoli. Ce n'est que le 28 décembre 1915 que le nouveau chef d'état-major général impérial reçut l'ordre confirmant que Hell pouvait être aussi évacué. The enemy was exceptionally quiet, a fact that aroused suspicions. Each of his men was given a card showing the exact timetable and a map for his departure en route. Heavy weather began to threaten, and a strong wind started to blow. The night air had become freezing, and our small band of watchers had neither overcoats nor blankets left to warm us. It seemed incredible to us that the evacuation was actually in progress behind us. So silent were all the movements. During the last few days, many of us had visited graves of comrades for a last long look, a tear, or a prayer. Then there began an anxious time. For over 4 long hours, about 50 of us held a front that should have been held by more than a brigade. The stillness could be felt. On the other nights, we'd been able to walk through the trenches and yarn and smoke with mates, but now long stretches were deserted. 2 tablets of morphine were to be placed under the tongue of a casualty before leaving him. But things would have had to be very serious indeed for anyone to leave a wounded mate behind. The last 10 minutes seemed even longer. We listened to our watches to see if they were still ticking. 5 men where a brigade should be. Now a few shots are cracking in the distance. Stunted shrubs look like enemies creeping towards us.
we've dropped down into a trench, and now, at last, it's our turn to go. L'évacuation ne fit pas de victimes. Et avant le 8 janvier 1916, tous les effectifs de l'entente avaient abandonné la péninsule, amortissant le bruit de leurs pas à l'aide de morses de toile nouées autour des pieds. La campagne de Gallipoli